Bien, bonsoir à tous. Nous allons ouvrir ces rendez-vous critiques. Alors, je dois dire déjà qu'on a une très grosse concurrence ce soir, parce qu'entre la conférence de Jean Nouvel à la Fondation Vuitton avec Glenn Lowry et puis l'ouverture de la Biennale d'Orléans, c'est beaucoup d'événements en même temps, et donc ça va inciter nos critiques à être encore meilleurs. Voilà, c'est une émulation formidable. Le programme de ce soir, nous parlerons du pavillon de la Serpentine Gallery à Londres, du Louvre à Abu Dhabi, du Lab City Central Supélec à Saclay, du Conservatoire municipal de Noisy-le-Sec, de Métamorphose à la Monnaie de Paris, et puis du projet lauréat de la consultation internationale pour la métamorphose, là encore, de la Tour Montparnasse. Alors, Serpentine Gallery. Nous sommes à Kensington Hyde Park, so chic. Depuis 2000, l'institution est dédiée à l'art, s'est ouverte à l'architecture. On pourrait dire que c'est un nouveau club. Et la première architecte invitée à l'époque a été Zaha Hadid. Un seul architecte français a fait partie de ce casting de stars, car il s'agit bien de cela. Jean Nouvel, en 2010, son pavillon Total Red a précédé le Total Black de Peter Zumthor. L'édition 2017 accueille Francis Kéré, qui succède lui-même à Bjarke Ingels. Les pavillons sont parfois remontés en d'autres lieux, comme celui de Frank Gehry, présenté à Londres en 2008, que l'on a vu ressurgir dans le domaine de Château-Lacoste, que connaît bien Frédéric Edelman, pour lui avoir consacré un livre. Il en parlera tout à l'heure sûrement. Alors Sophie. Oui, alors malgré la petite échelle du pavillon, on peut dire que maintenant c'est quand même devenu vraiment un grand événement international qui rassemble énormément de monde. Il y a quand même un peu un effet aimant parce que les chiffres de la fréquentation de la Serpentine Gallery, donc qui est la galerie ancienne attenante dans un ancien édifice dans les jardins de Kensington, l'été voit vraiment le nombre de ces visiteurs augmenter. Et bon, c'est vrai que depuis la création de l'événement en 2000, ça a toujours été quand même une très très grande réussite architecturale. Aujourd'hui, on peut dire que c'est même devenu une sorte de label. Et que il y a eu vraiment une surprise cette année avec le pavillon de Francis Kéré, voilà, que je trouve absolument magnifique. Alors pourquoi une surprise? Parce qu'en fait Francis Kéré, c'est pas du tout étonnant qu'il soit là. Il est quand même dans la mouvance, c'est pas du tout une découverte. Le pavillon de la Serpentine Gallery n'a jamais découvert personne. Elle ne fait que faire venir des stars qui oui. sont déjà établies. Et Francis Kéré, on pourrait dire que c'est déjà une star quand même. Bon, une star, oui, si, entre guillemets. Enfin, c'est pas, on peut pas dire que ce soit une. Il représente l'Afrique, donc c'est quand même une star montante de l'Afrique, même s'il est établi en Allemagne. Oui, il a quand même relativement peu construit. Oui, mais c'est pour replacer les choses dans le contexte. On peut pas dire que c'est un truc de révélateur de talent. Révélateur de talent, quand ils ont fait venir Selgascano, Fujimoto, c'était quand même si c'était déjà des stars. Autant de gens connus. Oui, mais qui n'avaient pas une production aussi importante que des gens comme Zaha Hadid, Jean Nouvel, Herzog et de Meuron. Et le fait de faire venir des stars, ce qu'il faut préciser, c'est que dès le départ, c'est une position clairement assumée et que ça correspond vraiment à une démarche bien précise chez Hans-Ulrich Obrist qui est en charge donc de la direction artistique de la Serpentine Gallery et de Julia Peyton-Jones, enfin maintenant qui est partie, qui a laissé sa place à Lara Steele. Et donc ça partait d'un constat, c'est que à un moment donné, il y avait le secrétaire d'État à la culture qui avait voulu faire venir Mies van der Rohe, qui avait invité Mies van der Rohe à construire à Londres, mais que malheureusement il s'était heurté
un non radical de la part des partis conservateurs. Oui, c'était la fameuse tour avec John Palumbo, là. Voilà, c'est exactement, tout à fait. Et donc, là, on voit et bien... donc, suite à ça, le pavillon de la Serpentine, d'ailleurs, qui a été, le premier avait été confié à Zaha Hadid, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'événement a été initié par Zaha Hadid. C'est elle qui a suggéré à Julia Payton-Jones et à Hans Ulrich Obrist de faire cet événement-là. Et donc le but du jeu, c'était, au départ, il y avait une règle qui était la suivante, on fait venir, c'était une condition pour construire le pavillon, être une star de l'architecture. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu Zaha Hadid, Toyo Ito, Herzog et de Meuron. Rem Koolhaas. Néanmoins, malgré le fait que ce soit des stars, c'était quand même des gens qui étaient à la pointe de l'expérimentation architecturale, mais ils n'avaient jamais construit à Londres, alors que quelqu'un comme Zaha Hadid habitait Londres. Il faut préciser que c'est la condition, il ne faut pas avoir construit à Londres. Voilà, exactement, ne jamais avoir construit à Londres. Et donc finalement, ça a été un peu comme un cheval de Troie de l'architecture, puisque à partir du moment où ils édifiaient ce pavillon-là, ça permettait de diffuser leur œuvre, et par la suite, ces grands architectes-là, dont Jean Nouvel, ont eu accès à la commande dans la ville de Londres, et ce qui a quand même donné lieu à des bâtiments vraiment superbes. Je pense au centre commercial de Jean Nouvel à côté de la cathédrale Saint-Paul. Absolument. Alors, parle-nous du pavillon de Kéré. Alors, là où ça a changé un peu, c'est peut-être une génération, en tout cas, d'architectes plus jeunes, et que par contre, ce qui perdure, c'est l'idée de l'expérimentation. Voilà. Donc, s'il y a un programme qui est donné, voilà. Faire le pavillon, c'est expérimenter. Et donc là, il est venu expérimenter tout un travail sur le bois. Donc on n'oublie pas que Kéré, à l'origine, quand il était adolescent, il a été formé en tant que charpentier chez un de ses oncles. Donc dans sa famille, il est originaire de Ouagadougou, mais il est natif d'un petit village Gando, là où il a construit ses premières œuvres. Et donc voilà, les premiers liens. En quoi porte l'expérimentation? Elle est sur. Donc, alors déjà, cette géométrie aussi. Voilà, il a travaillé sur des éléments qui sont assemblés très facilement. Donc lui, il travaille beaucoup sur l'unité. Il a travaillé sur la brique en Afrique, l'idée étant de pouvoir assembler les éléments le plus simplement possible, en sollicitant le moins possible de main d'œuvre et de grues, donc pour pouvoir avoir un bâtiment qui soit moins cher à construire. Et il a travaillé aussi sur quelque chose de très ouvert, de façon à pouvoir avoir des vues sur la canopée alentour. En fait, Oui, il fonctionne ou pas? Oui. Oui. Comment dire, la forme de la toiture et ces parois qui sont ces espèces de paravents permettent de laisser complètement filtrer le vent et la lumière, et d'avoir un espace, comme c'est l'été, d'avoir un espace climatisé pour que se tiennent les événements culturels dans le pavillon. Et là, en fait, ce qui est assez fort, c'est que finalement, à partir de simples traverses de bois, ne serait-ce qu'en travaillant sur des découpes de biais et un certain type d'assemblage, il arrive à obtenir un effet moiré. Ça devient presque une forme ça rappelle vraiment un textile avec des motifs jacquard et des effets moirés. Et en fait, ces modules-là vont pouvoir être démontés très facilement et remonter ailleurs. Alors Frédéric, vous qui êtes allé aussi, est-ce que vous êtes senti aussi bien que Sophie dans cet espace Je suis très admiratif, mais personnellement, j'aime beaucoup Kéré, à la fois comme personnage. C'est un merveilleux parleur, un merveilleux camarade, un bavard impénitent. Plutôt un très très bon architecte qui nous vient d'Afrique, effectivement du Burkina Faso, où d'ailleurs, entre nous se dit, il vient de livrer une nouvelle école qui est absolument formidable et très très supérieure à ce petit pavillon. Enfin, pour moi, mais c'est un peu le problème de tous les
pavillons de la Serpentine, ils sont souvent très médiocres. Le plus médiocre, à mon avis, c'était celui d'Herzog et de Meuron, qui ressemblait de très près comment dirais-je, à un urinoir public, et d'ailleurs qui servait à ça aussi. Et oui, c'est déjà une fonction. Alors là, il n'y en a pas de fonction, ou très très peu, ou alors peut-être une fonction sa seule fonction serait d'épater les étudiants en architecture et les critiques peut-être aussi un peu. Mais c'est par rapport à ce que sait faire Kéré, c'est voilà, c'est du Kéré rangé, du Kéré poli, du Kéré avec un peu de touches de couleurs africaines pour faire local, mais ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, de toute façon, tous ces pavillons de la Serpentine sont trop petits pour, comment dirais-je, permettre d'avoir le moindre embryon de programme, ou alors, comme programme, c'est un abri provisoire, mais vraiment, voilà, je trouve ça désolant. Bon, Kéré, on peut aller le voir aussi à Berlin, où est son atelier, et on n'est pas obligé d'aller à Londres pour voir ça. Alors que tout près, il y a la nouvelle entrée du Victorian Albert dont nous parlerons un autre jour. On va rester sur Kéré. Donc, Philippe, est-ce que tu crois vraiment que cet exercice est à la limite du futile? Parce que si on écoute Frédéric Edelman, c'est ce qu'il nous dit. J'aurais commencé à présenter les choses différemment, moi. D'abord, non, mais parce que je crois qu'il manque une chose principale pour comprendre, c'est que l'objectif de Kéré, il dit, c'est inspiré de ce qu'il a, de l'arbre à palabre. Donc c'est ça l'idée. Si, on comprend à ce moment-là quel est son projet. Son projet, c'est de refaire ce qu'il y a dans tous les villages d'Afrique, c'est-à-dire il y a un lieu de rencontre qui est l'arbre, donc c'est l'arbre à palabre, et il le refait de la même façon, c'est-à-dire qu'avec mais c'est pas si mal, parce que comme moi j'ai vu effectivement pas mal de gens qui s'assemblaient en dessous, qui parlaient, je trouve que je vois pas en quoi ce serait futile ou absurde de faire un lieu où les gens ont envie de s'arrêter, d'autant plus que le système est quand même assez bien fait, de façon à ce que précisément on soit à la fois abrité, mais en même temps que tout le système de percement des murs permette, par exemple, de voir les enfants quand ils sont dans le lieu où les gens où ils jouent. Mais je trouve que dans cette idée que justement ce qui ferait d'un espace public quelque chose de réussi quand il est également un espace intime, je trouve que là c'est vraiment réussi. Alors par ailleurs, il faut dire pas mal de choses. D'abord, Kéré, lui, il dit que quand on lui a proposé de faire la Serpentine, il en revenait pas. Il a cru que c'était une blague. Alors c'est peut-être une coquetterie, mais moi je crois quand même que c'est vrai. Je pense que le fait qu'il soit d'un seul coup hissé à la taille des Guéry et d'autres, c'est quand même beaucoup d'un coup, quoi. Bon, ça c'est une chose. Donc c'est vrai que c'est pas une découverte, mais en même temps, Kéré, il est pas non plus de la taille. Parce qu'il a quand même plein d'expos sur lui. Il a des expos, mais il est sur un courant porteur. Il est sur un courant porteur, je suis d'accord. Mais donc c'est assez normal que Hans Ulrich Olbricht le choisisse. Alors ça c'est la question d'Olbricht, je suis d'accord. Que personnellement je trouve un peu trop partout. Ça c'est un autre problème. Mais par ailleurs, il faut dire deux trois choses. D'abord, la couleur bleue. Pourquoi le bleu? Parce qu'au Burkina Faso, comme il explique, quand on a un vêtement chic, c'est le vêtement bleu. C'est ce qu'on met, et d'autre part, il dit quand on voit qu'il y a un lieu avec de la lumière, on sait, comme il n'y a pas d'électricité, on sait que c'est là qu'il y a une fête, donc on y va. Tous ces principes-là, je pourrais dire qu'il les a... Là, vous êtes dans la tautologie critique, si je puis dire. C'est bleu, alors c'est... je te dis comme il l'explique. Ça a une raison pour lui de l'avoir fait bleu. C'est pas seulement... Bon, voilà. Le fait que le bois n'est pas peint, mais il est teint comme l'a dit tout à l'heure Sophie Trelka, comme des tissus, c'est pas absurde non plus. Par ailleurs, le système constructif est très compliqué. C'est pas du tout... Il n'y a pas quatre morceaux de bois qui tiennent debout. Dedans, il y a des structures en métal. Enfin, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Voilà, donc moi je trouve que c'est un pavillon assez réussi, justement. Oui, il y a quand même une sophistication évidente qui sort. Quand on voit ces écoles qui étaient, je dirais pas rudimentaires, au contraire très intelligentes en Afrique, là on voit bien qu'il est arrivé à un autre degré. Donc c'est quand même un exercice intéressant, je trouve, architecturalement parlant.
Mais je pense que les pavillons sont pas du tout quelque chose de futile. Preuve en est, c'est que les grandes agences prennent la peine de les concevoir et que la Serpentine, c'est quand même un modèle qui s'est exporté un peu partout. Bon, alors aussi parce que c'est un objet publicitaire, ça c'est clair. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça fait aussi venir du monde à la Serpentine. Mais au moins, voilà, on fait venir des gens et pour un programme culturel de conférences et d'événements durant tout l'été, et aussi pour voir une architecture intéressante. Et là, Rem Koolhaas a beaucoup insisté sur le projet de pavillon qui vient de livrer à Melbourne. Et là, c'est clairement revendiqué. Donc c'est la. C'est un autre pavillon, ça c'est une oui, autre histoire. Oui, c'est à la Naomi Milgram Foundation. Mais oui. voilà, Oui. donc il y a deux fondations. En Australie qui reprennent le modèle de la Serpentine avec des très grands noms et les architectes y vont parce que pour eux c'est la petite échelle justement, ça leur permet l'expérimentation et comme le disait Philippe. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas les moyens d'expérimenter ailleurs? Pas forcément. Non mais de toute façon, je vois pas en quoi cette réflexion serait plus d'une haute valeur critique, tu vois. Très probablement qu'ils ont la possibilité d'expérimenter ailleurs. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir aussi envie d'expérimenter là. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Mais par ailleurs, je crois qu'une fois démonté, ce pavillon devrait être reconstruit en Malaisie. Donc, et on m'a dit, alors je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer, que le pavillon de Fujimoto avait été reconstruit à Tirana en Albanie. Oui, tout à fait. Il a été. Oui, il est financé par, je sais plus, mais il est prêté pour 4 ans. Et il a été reconstruit à Tirana. Mais ils ont pratiquement tous été revendus et reconstruits ailleurs, puisque c'est ce qui permet la vente des pavillons permet de financer la construction de l'année suivante. Alors Frédéric, vous qui avez écrit un livre sur Château Lacoste, quand vous avez vu arriver le pavillon, l'ex-Serpentine dans ce paysage digne de Cézanne, qu'est-ce que vous avez pensé de cette, à côté de Tadawando, à côté parce que c'est quand même... Non, je vous demande. Oui, c'est pas le meilleur guéri oui, ça c'est sûr. Qu'on ait trouvé, voilà. Mais pour autant. Parce est-ce qu'on sait la transaction, combien ils vendent les pavillons? Parce qu'ils ne font pas que les prêter. Non, entre nous, on ne parle pas d'argent. Ah d'accord, pardon. Non mais c'est bizarre ce truc autour des pavillons, mais autant si vous allez en Chine, il y en a partout des pavillons. Soit des pavillons pour vendre des nouveaux buildings, soit des pavillons dans le parc Behaï ou dans les jardins publics, mais voilà, on n'en fait pas tout un flanc non plus. Bien, nous allons enchaîner avec le Louvre d'Abu Dhabi. Donc, ce grand projet qui sera inauguré par le président de la République ouvrira ses portes le 11 novembre. Il a fait l'objet d'un accord de coopération entre les États arabes unis et la France. 14 ans on pourrait dire presque de chantier, au sens déjà de conception, et sur l'île de Saadiyat, qui devrait accueillir ensuite le musée d'histoire de Norman Foster et celui de Frank Gehry. C'est une coupole de 180 mètres, c'est un bâtiment assez spectaculaire, 180 mètres de diamètre, une résille complexe, avec ce jeu de lumière et de volume assez fantastique. Alors certains d'entre vous l'ont vu, d'autres l'ont pas vu. Alors ce qu'on va faire, on va déjà en parler aujourd'hui, et nous en reparlerons la fois prochaine pour parler peut-être plus des intérieurs, des collections mises en place et autres, car je ne sais pas à quelle étape vous les avez vus. Alors, Philippe Trétiac. Moi, comme tu l'as commencé à le dire, il faut rappeler un peu l'historique. C'est vrai qu'en 2006, Thomas Krenz, qui était à l'époque le président de la fondation Guggenheim, propose à la demande des Émiratis, propose de construire sur cette île qui n'est qu'un banc de sable, un spot, un cultural district. Et il propose, alors là, vraiment un casting de stars, puisqu'il propose de construire 5 institutions culturelles, et il donne la liste. Alors il donne, ce que tu as dit, Frank Gehry, à l'époque il y a Herzog et de Meuron qui se désisteront, qui seront remplacés par Foster. Et même Zahadid à l'époque. Zahadid, bien sûr, Zahadid, Tadao Ando, et le dernier c'est Jean Nouvel pour ce qui s'appelle encore à l'époque le musée des civilisations.
Il se trouve que aujourd'hui, 11 ans plus tard, le premier bâtiment qui sort, c'est celui de Jean Nouvel. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que il faut savoir aussi que c'est ça qui est intéressant, c'est que Jean Nouvel dit, et c'est probablement vrai, je pense, que qu'en 2006, quand Thomas Krenz lui fait cette proposition, ça commence à l'obséder, et il fait un croquis. Le croquis, tout le monde le verra, il sera publié partout. Et effectivement, ce croquis, c'est ce qui est construit. Il n'y a pas de doute. Il a l'idée, il dit, je suis un contextualiste. Donc, pour moi, le contexte, c'est le lieu, c'est-à-dire la culture des pays arabes. C'est le climat, c'est-à-dire le soleil, le sable, la mer, le vent. Et c'est l'idée d'une ville archéologique qu'on découvrirait, et qui serait coiffé par un élément de la spiritualité de l'islam, qui serait une coupole. Et il dessine ça. Bon, voilà. C'est vrai que après, je sais que il y a des fuites. Il découvre que Frank Gehry a dessiné un bâtiment qui serait très haut, et Zahadid aussi, et il décide de le rabaisser encore. Il décide de faire encore plus bas, d'écraser la coupole, parce que justement, il y a tout un jeu. Il paraît depuis que Frank Gehry a décidé lui aussi d'aller plus sur la mer. Enfin bon, c'est marrant, parce que quand on suit les projets, on voit que les uns et les autres se suivent à la trace, comme ça. Bon. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que moi, je l'ai vu là, il y a 2-3 semaines, je trouve qu'il n'y a pas de doute, l'idée d'une ville coiffée par un élément de structure comme ça fonctionne. Il n'y a pas de doute, on n'est pas du tout... Parce que, évidemment, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le budget n'est pas révélé, donc on imagine qu'il est gigantesque. C'est beaucoup plus facile de faire un seul grand bâtiment avec un mur qui tourne tout autour que de faire 55 petits bâtiments. Or, c'est ce qu'il y a. On a sous la coupole une assemblée comme ça de petits bâtiments. Mais ce qui est très fort, je trouve. Et en fait, c'est Youssef Tomé qui me l'a fait comprendre. Youssef Tomé qui était le chef de projet, il faut le rappeler. Qui était le chef de projet, qui est un architecte maintenant qui travaille au Liban, et il me raconte ça. Alors tout le monde, après on pourra, peut-être les uns et les autres diront non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais il raconte que Jean Nouvel lui donne le dessin et dit voilà, est-ce que tu peux travailler là-dessus? Et Youssef me dit je rentre chez moi et je sais pas du tout comment faire. Je sais pas comment faire une ville ancienne sous un dôme contemporain, parce que il me dit je suis jamais allé à Rome. Il me dit si j'étais allé à Rome, j'aurais su le faire le projet. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Il dit parce que quand tu vas à Rome, il y a un truc que tu comprends tout de suite, c'est que entre la ville ancienne et la ville moderne, ce qui fait le tout, c'est le désaxement des trams. Et quand je comprends ça à 5 heures du mat, je dessine tout, j'envoie tout par Internet, je signe Joseph Tomé, parce que je veux pas qu'on sache que c'est moi, et je démissionne. Et c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe. Le lendemain, Jean Nouvel et sa partenaire à la Vardée l'appellent en disant ne démissionne pas, et il démissionne. Pourquoi, j'en sais rien, mais il démissionne. Et c'est vrai que ce qui fait la force, il me semble, du projet, il y en a d'autres, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent bien, mais une des raisons principales qui fait qu'on a vraiment l'impression, quand on arrive, d'être face à une médina, disons, alors il n'aime pas le terme, ou à une casbah, ou je ne sais pas quoi dire, comment appeler ça, c'est que précisément, les volumes, ils dansent les uns par rapport aux autres. Et ça crée des micro-espaces, des micro-arrière-cours, des patios, des recoins, etc. Bon, ça, donc déjà, je trouve que c'est très fort. Ensuite, bon, il y a évidemment la prouesse de cette fameuse coupole. La coupole, elle est constituée, comme ils disent, de coupoles et de dômes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 8... l'idée qui était derrière tout ça, ou peut-être avant tout ça, chez Jean Nouvel, c'était cette fameuse qu'il appelait la pluie de lumière. C'était de déverser sur toute cette ville découverte une pluie de lumière. Donc il fait cette espèce de dôme il dit, j'ai commencé à travailler dans ma chambre, j'ai pris un bout de papier, j'ai fait des trous avec une épingle, et puis avec une lampe, j'essayais de voir ce que ça pouvait donner. Finalement, ils ont fait ça avec 10 couches, puis 8 couches. En gros, il y a une couche, il y a une couche principale, et puis il y a 4 couches d'inox au-dessus, 4 couches d'aluminium. Elles sont les unes au-dessus des autres de manière à contrôler le passage de la lumière. Pour arriver à faire ce contrôle de la lumière, ils ont quand même fait 2 choses. Ils ont construit un élément du bâtiment à l'échelle 1, une tour de 40 mètres de haut, de 15 sur 15 avec un bout de coupole. Ils sont allés en Allemagne, à Stuttgart, où il y a un laboratoire qui est capable de reconstituer tous les climats du monde entier. Et ils ont reconstitué le climat d'Abu Dhabi pour voir comment la lumière passait. Bon,
Tout ça, évidemment, c'est beaucoup d'argent, donc on peut l'imaginer. Mais au bout du compte, est-ce que la lumière passe bien? Est-ce qu'elle est dans cette vraie vie? C'est incontestable. Ça paraît assez fantastique. Non, c'est incontestable que ça fonctionne bien. Est-ce que ça va au cœur du village? Oui. Non, mais bien sûr. La lumière change tout le temps. Après, on rentre dans des trucs très compliqués. Ils voulaient pas que les tâches elles soient trop, soit en losange, je sais pas quoi. Donc on est une espèce de tachisme un peu à la Pollock, comme ça sur le sol. C'est assez, c'est assez beau. Il y a pas de doute. Tout ça fonctionne bien. Après, après il y a la prouesse, quoi. 180 mètres de diamètre, ça tient que sur 4 points qu'on repère pas exactement. Voilà. Donc, mais Richard, tu l'as vu aussi, mais un état moins avancé, je pense. Moi, je l'ai vu, c'est vrai, je l'ai vu, pas dans les mêmes conditions que toi. C'était l'année dernière, donc c'était à la fin du chantier. Bon, bien sûr, j'ai pu voir la lumière, hein, mais j'ai surtout vu effectivement la fabrication du projet, parce que c'est complètement délirant. Hein, c'est des milliers d'ouvriers comme ça. On a l'impression d'être projeté, je sais pas, des milliers d'années en arrière, et puis de revenir sur les chantiers des pyramides. Hein. Et je pense que ceux-là, ils sont encore plus malheureux que les chantiers des pyramides. Donc, il y a une violence, malgré tout, dans ce bâtiment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu une violence. Cette violence aussi, elle existe parce que, malgré tout, là-bas, c'est pas du tout démocratique. Donc, il y a une séparation dans les restaurants, entre les salons pour les privés et puis la cafétéria pour le public normal. Et aussi, effectivement, la possibilité donc, aux gens de venir en bateau, avec aussi des sortes d'écueils pour arrêter donc, les attaques terroristes. Donc, voilà, il y a quand même une certaine violence dans ce projet, mais cette violence, quelque part, effectivement, elle joue avec cette architecture qui est, je trouve, malgré tout, extrêmement violente. Et notamment la lumière, c'est vrai qu'elle est totalement fascinante parce que, bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, ah ouais, c'est la lumière des mouches arabiées, etc., mais pas du tout. C'est plus la lumière, donc, des boîtes de nuit, quand par exemple on envoie le laser là sur la boule avec toutes les facettes miroirs, et ça détruit donc radicalement l'espace. On ne sait plus du tout où on est. Et effectivement, donc, c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai pénétré dans l'espace avec les ouvriers qui étaient recouverts de leur chemise parce qu'il faisait trop chaud, ils ne pouvaient pas supporter. Et effectivement, on voit la lumière donc, qui tombe comme ça, qui macule donc, les constructions, et quelque part qui détruit, c'est assez beau parce que ça n'a absolument rien à voir, par exemple, avec la lumière corbusiérienne, là, voilà, qui permet effectivement au volume donc, de resplendir. Là, les volumes sont attaqués, découpés, mitraillés voilà, par la lumière. En plus, effectivement, il a fait rentrer la mer dans le bâtiment, donc la lumière, elle tombe de la coupole, elle frappe sur la mer, et elle remonte. Donc, effectivement, on ne sait plus où elle est. Voilà, c'est ça qui est totalement fascinant. Bon, tu parles du contexte. Oui, c'est ça. Enfin, moi, on en parle souvent entre nous sur les hérissons, les renards, etc. Et c'est vrai que donc Nouvelle, il se donne plutôt comme un renard, voilà, qui change constamment de stratégie. Et malgré tout, donc ce travail sur la lumière, il est récurrent parce que effectivement, bon, bien sûr, c'est l'Institut du monde arabe, mais il existait déjà pratiquement à l'Institut du monde arabe. Je me rappelle avoir vu le bâtiment juste après l'inauguration. Et là, la lumière traversait les mouches arabiées et venait casser tout à l'intérieur. On ne pouvait pas voir une œuvre, c'était trop génial, quoi. Tout était balayé donc, par ce tourbillon de lumière. Et c'est vrai que, voilà, c'est ça Nouvelle, c'est ça qui est fascinant. Le monde aujourd'hui, il s'orientalise, il devient de plus en plus dur, voilà, entre les puissants et les pauvres. Et puis, en même temps, donc, il y a cette architecture-là, effectivement, donc, qui s'y réfère, qui nous renvoie et qui démultiplie cette violence. Oui, je voudrais ajouter deux choses. La question des ouvriers dont tu parles, j'en ai parlé avec Jean Nouvel. Je lui ai dit, est-ce que tu as été affecté? Est-ce que tu as été affecté par la polémique sur justement il dit lui que sur son chantier, où il dit qu'il a contrôlé ça. Il dit il peut dire que il a même dit les conditions de travail que j'ai vues sur mon chantier, j'aimerais les voir en Europe. Donc bon, alors voilà, je te dis. Moi j'étais sur le chantier. J'ai pas parlé de ça. Jean Nouvel, on l'a vu ensemble après. Ouais. Mais par contre, j'en sais rien. Son chef de chantier m'a dit qu'effectivement, si tu veux, tous les éléments étaient en béton. Il y avait pas de plâtre. Et ils ont vu que c'était une grosse connerie parce que il fallait que les ouvriers portent les modules en béton
dans le chantier, et donc ils ont préféré effectivement arrêter parce que c'était totalement inhumain, et puis quelque part, à quelques endroits, revenir aux plates pour éviter ça. Mais alors, attends, ce que je voudrais ajouter une chose, c'est que enfin, le bâtiment est quand même en béfu, il est en béton, le bâtiment. Oui, oui. Mais je voudrais dire une chose à propos du contexte, parce que ce qui est intéressant, il me semble, c'est que précisément dans cette idée du contextualisme et le fait d'avoir fait un bâtiment qui s'inspire à la fois de l'architecture arabe et de certains concepts de la culture de l'islam, on n'est pas du tout, chez Jean Nouvel, dans quelque chose qui serait de l'ordre du pastiche. On n'est pas du tout dans ce que tu peux voir dans les hôtels de la région. Justement, c'est ça qui est très fort chez Jean Nouvel, c'est qu'il arrive à faire quelque chose qui est inspiré réellement du contexte historique, géographique, et pourtant il n'est pas du tout ni dans la copie ni dans le pastiche. Mais il dit aussi que, parce que pour lui le contexte, c'est l'époque. Et il est vrai aussi qu'il y a une tradition du Louvre, qui est une tradition de modernité. Il y a Paix, il y a le Louvre. Moi, le contexte, moi, je suis pas trop d'accord, parce que je crois que le contexte, il est plutôt, disons, interne à la discipline architecturale, parce que quand tu vois ça, quand tu vois la photo, ce que tu vois, excuse-moi, c'est pas les moucharabiés, c'est pas l'architecture islamique, c'est Boulay, quoi, tu vois. Mais il parle pas du tout. Tu vois, tu comprends, donc, c'est le 18e siècle, c'est l'architecture sublime de Boulay, que tu retrouves, donc, dans le projet de Nouvel. C'est ça, le contexte, tu vois. Ben si, c'est contre. Si, c'est. Il y a des architectures islamiques qui sont beaucoup plus anciennes que Boulay. On pourrait dire que Boulay a même copié sur l'architecture islamique. Là, tu as exactement le même effet, par exemple, que dans le cénotaphe de Newton, le projet de Boulay qui a été fait en 1884, je crois. Tu vois, tu as jamais ça dans l'architecture. C'est ce que ça évoque pour toi. Dans l'architecture islamique. Comment? Non, ça c'est de l'anthropomorphisme exacerbé. Mais c'est pas l'anthropomorphisme. C'est un architecte français, avec sa culture d'architecte français, avec sa démarche d'architecte français, avec son inertie d'architecte français. Il tient un discours, si tu veux, sur le contexte. Moi, ce discours sur le contexte, j'ai bien envie de le pondérer. On a bien compris la pondération. Tu as parlé tout à l'heure de stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des plus beau bâtiment de Jean Nouvel est à Lucerne, et c'est sur une stratégie analogue, c'est-à-dire de venir au contact du lac, puisque même il gagne le concours au début avec un bâtiment qui est beaucoup plus avancé sur l'eau, et puis parce que les lois suisses sont ainsi faites qu'on ne peut pas violer les lacs, ils sont intouchables, eh bien il fallait absolument reculer, et c'est là qu'il a cette fameuse théorie de la Gardère, si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi, et donc il va faire rentrer l'eau dedans. Donc quand tu dis que l'eau vient à l'intérieur et que c'est un système de défragration presque. J'ai cru comprendre que c'était extrêmement puissant, mais en même temps c'est assez fantastique, non? Cette idée toujours. On est à Lucerne, on est en Suisse, c'est une autre culture, et quelque part c'est à peu près le même effet. Surtout quand on est donc sous la grande toiture qui s'avance vers le lac, si tu veux, on ne sait plus, voilà, où est le haut et où est le bas. Et c'est un petit peu ce qui t'arrive, tu vois, quand tu te laisses aller dans cet espace, quand tu as la lumière qui tombe et qui remonte, tu ne sais plus, voilà, où est le haut ni où est le bas. C'est un petit peu là. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très ancré profondément chez Nouvel, c'est-à-dire que effectivement, il tient des discours comme ça, disons contextuels, mais en même temps, je crois que chez lui, tu vois, il y a une sorte, disons, il y a aussi quelque chose d'assez fullérien au sens de Richard Buckminster Fuller, quand il dit que voilà, quand on fait un bâtiment, appelle-le Bucky. Bucky, ça fait Bucky, voilà. Ouais. Bucky, voilà. Comme dit Bucky, quand on fait un bâtiment, eh bien, il faut pas imaginer qu'on va se poser sur lui, plutôt qu'on va se fonder sur la terre, mais au contraire, il faut penser qu'on va s'arrimer à la terre. Il y a ce côté un tout petit peu space opéra, quand on est là, donc sous la coupole, avec la lumière qui tombe, qui remonte, on est plongé dans l'espace comme le cosmonaute de 2001, et c'est pareil à Lucerne. Quand tu es sous la lame d'acier, tu sais pas où est le haut et le bas, et tu flottes, voilà, dans l'espace, quoi, enfin libéré de toute contrainte. Alors, Frédéric Edelman n'y est pas allé, mais est-ce qu'il a envie d'aller flotter dans l'espace? Non, en tout cas, je peux faire une petite remarque. Vous êtes deux à avoir pu y aller. Moi, j'ai fait la danse du ventre dans tous les sens pour essayer d'obtenir un billet et aller là-bas. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qu'ils appréhendaient. Mais ça va sûrement s'arranger. Ah, ça va certainement s'arranger. Il m'a semblé que tu étais très désiré. Hein. Pardon? Il m'a semblé que tu étais très désiré, au contraire. Ah ben, en tout cas, j'étais désiré, mais ça n'a rien donné. Toujours on te retrouve. Oh, vous êtes bien aimable. Et donc non seulement ça, mais en plus, en théorie, et je vois que tout marche très bien, il y a un embargo, on est encore sous embargo jusqu'en novembre. Donc, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit.
Très bien. Non, juste, je vais pas me prononcer sur le projet puisque je l'ai pas vu. J'espère que j'aurai la chance de le voir. Moi, ce qui me pose quand même question, c'est que vous n'avez parlé que du dôme. Voilà. Oui, d'accord, mais les lieux, quid des lieux d'exposition, puisque c'est quand même le. Eh bien, je propose qu'on en parle la prochaine fois, quand tout le monde l'aura vu, ça sera encore mieux. On va. Attends, je voudrais juste ajouter une chose. Je suis pas du tout dans la polémique avec toi. Je suis d'accord avec tes références sur Boulet, sur le space opéra. Je trouve que c'est juste. Je veux juste dire une chose, c'est que sur Buckminster Fuller, là, je crois pas du tout, parce que précisément, s'il y a une chose qui est caractéristique de la manière dont c'est construit, c'est que c'est pas du tout construit comme un stade. C'est pas, on n'est pas du tout dans une espèce de ce type d'architecture. Non, je parle juste de la phrase de Fuller, tu vois, de Bucky. Voilà. Hein, on ne construit pas un bâtiment sur le sol, on fait en sorte que le bâtiment vient s'aborder à la terre, se coller, s'arrimer, merci, à la terre. Alors, on va quitter le golf pour aller à Saclay. Et nous voici revenus sur le plateau de Saclay, parce que ça devient presque un feuilleton ici. Et c'est bien normal, parce qu'il y a quand même des grands bâtiments qui s'y construisent. Après le centre EDF de Francis Solaire, puis l'école des statistiques de Cab et le lieu de vie de Moto, autant de bâtiments dont on a parlé ici et analysé, critiqué. Et bien voici un grand équipement conçu par Loma et Gigon-Guyère, c'est-à-dire Loma de Rotterdam et Gigon-Guyère, nos architectes suisses bien connus. Deux bâtiments pensés pour accueillir 4200 étudiants ingénieurs. L'un a été surnommé Gustave Eiffel, celui de Loma, et l'autre Francis Bouygues, celui des architectes suisses, qui, lui, a été construit en PPP. Richard. Par moi. On commence par vous, oui, parce que alors là, il n'y a pas le Boulet, là, il n'y a pas. Qu'est-ce qui va nous inventer, Richard? Dans quel monde il va nous... Ah non, chez Colas... Non, parce qu'il y a une dialectique entre les deux bâtiments, non? Il y a quelque chose qui se passe. Entre le bâtiment de Guyère et le bâtiment d'Oma, écoutez, je suis assez mal placé pour en parler, parce que c'est vrai que j'ai visité vraiment dans les détails le bâtiment Thomas, et je suis passé en coup de vent donc dans le bâtiment de Guidon-Guyère. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, plus que la comparaison entre le projet d'Oma et puis le projet de Guidon-Guyère, c'est la comparaison entre le premier projet, le projet blanc, voilà, hein, et puis le projet qu'on a à l'arrivée. Le projet de concours. Le projet de concours, le projet d'école centrale. Voilà, il était tout blanc. Et il avait été fait en association, en collaboration avec Clément Blanchet. Il est toujours habillé en blanc d'ailleurs. Voilà. Et là maintenant, ça a changé, c'est plus Clément Blanchet, hein, c'est Hélène Van Loom. Hein. Je la connais pas, je sais pas comment elle est habillée. Et maintenant le projet, il est effectivement complètement noir. Et moi, c'est vrai, au départ, ça m'a super choqué parce que je me suis dit, voilà, donc Saclay, quand même, ça mérite un peu d'ouverture. Pourquoi effectivement faire un projet totalement introverti alors qu'effectivement il y avait un certain intérêt à l'ouvrir. Hein. Effectivement, le premier projet, il avait presque gagné parce qu'il était ouvert. Et puis, à la réflexion, eh bien, je pense que le projet fermé, quelque part, il s'inscrit parfaitement dans le contexte de Saclay, parce qu'effectivement, c'est plutôt les objets, disons, qui sont introvertis, voilà, qui fonctionnent à Saclay, comme le projet dont nous avons déjà parlé, celui de Francis Solaire, c'est des cylindres comme ça, qui n'ont aucun rapport avec la ville. De toute façon, ils ont été conçus avant la ville et qui ont plutôt un rapport au ciel. Et là, effectivement, c'est un tout petit peu la même chose. Donc, c'est une sorte de projet de monade, voilà, pour employer un mot un peu savant, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement fermé sur soi. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est complètement fou parce que, voilà, autant le projet, donc, lorsqu'on est dehors, donc, il est fermé agressivement sur l'extérieur, et quand on rentre, voilà, comme on le voit sur l'image, donc les blocs qui étaient noirs deviennent blancs, il y a de la lumière partout, et puis effectivement, donc on a une sorte d'impression de densité, d'infinité, comme si ce projet qui était fermé sur l'extérieur trouvait donc son propre extérieur en lui-même. Alors tu parles de monade, mais quand on a l'impression qu'il y a quand même d'abord une grille, non? On a l'impression que c'est l'esprit d'une grille qui est quand même le concept de base. Voilà, il y a les deux choses, quand même, malgré tout. Il y a la grille, effectivement. C'est une grille génératrice avec, qui est coupée par une diagonale, comme quelque part le plan de Barcelone. Et quelque part, effectivement, tu as raison, pour tout ce qui concerne, disons, l'animation interne,
c'est la grille, voilà, coupée par la diagonale, qui est générative. Voilà. Et malgré tout, cette animation interne, justement pour pouvoir exister, elle a quand même besoin donc d'une opération de fermeture. Et ça, c'est quand même les blocs noirs et très hauts qui l'assurent. Je crois que ce projet, il est à la fois fermé et puis il contient donc une sorte d'infinité en lui-même. Et tu me disais, tu vois, à quoi se réfère Colas? C'est vrai que Colas, lui, il se réfère surtout à lui-même, puisque finalement, peut-être, il a fait qu'un seul projet dans sa vie, c'est prisonnier volontaire de l'architecture, et il le répète, il le répète, il le répète, il le répète, depuis son projet de diplôme, depuis son analyse de Berlin, eh bien, il fait toujours pratiquement le même projet, et voilà, pour sa référence. Enfin, pour des prisonniers, ils sont quand même en belle lumière, hein, quand on voit les images, c'est quand même... 6 prisonniers, il y avait. Non, ils sont prisonniers volontaires, et puis oui. Le projet, effectivement, trouve son extériorité en lui-même. Sophie Trelkin. Oui. Bon, déjà, moi, je trouve qu'il y a une qualité des espaces publics dans ce bâtiment-là, dont on n'a pas eu le temps de parler Richard, mais je suis sûre qu'il y a été sensible, sachant que l'idée de départ qui est portée par Hélène Van Loon, c'est que justement face à cet environnement à sa clé de ville nouvelle, l'idée ici c'est quand même de recréer une mini-ville. Donc la grille, donc qui est soit la grille de Barcelone ou aussi éventuellement la grille de New York. En fait, plus New York que Barcelone, parce que Barcelone, oui, les angles seraient coupés. Oui, hein. oui, effectivement. Donc plus New York avec la diagonale. Donc la diagonale étant là pour que tous les étudiants, y compris d'autres étudiants qui ne sont pas des étudiants de l'école centrale et de l'école Supélec, en fait, soient incités à venir traverser le bâtiment. Et donc sous la grande nappe de toiture qui est faite de coussins FTE, l'idée c'est d'avoir le plus de neutralité possible quant à la lumière, donc d'essayer d'obtenir la même qualité que la lumière extérieure et que voilà, que ce bâtiment soit comme une mini-ville recouverte d'une nappe. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc en dessous de cette nappe, on a un tas de blocs donc qui viennent s'insérer sur la trame ou sur la grille, qui sont plus ou moins hauts. Et au-dessus de ces blocs, il y a des terrasses, ce qui fait qu'en fait, d'un bloc à un autre, on a des terrasses qui communiquent visuellement les unes avec les autres. Et tous ces blocs sont reliés par un système de passerelles. Et ça fonctionne extrêmement bien par rapport à l'idée de départ, qui est aussi un rapprochement entre deux écoles, donc l'école d'ingénieurs centrale et l'école d'ingénieurs Supélec, qui devient centrale Supélec. Et voilà, les étudiants se retrouvent dans le même environnement, et tous ces espaces publics qui entrent en interaction, c'est aussi pour que se crée cette interaction-là entre les étudiants des autres écoles. Enfin, je trouve qu'il y a une richesse, il y a quand même une débauche d'espace libre, mais c'est absolument hallucinant. Enfin, cette qualité d'environnement pour des étudiants. Il y a des canapés partout, des connexions internet partout, des tables partout. Je trouvais ça vraiment surprenant de ce point de vue-là. Donc on a bien compris ça, espace public, luxe de l'espace même, on voit bien, mais vous ne parlez aucun de vous de l'articulation entre les deux bâtiments, alors que c'est un ensemble. Comment vous avez vécu justement, l'idée n'était pas de comparer les écritures, mais les articulations des fonctions, et même des liaisons entre les bâtiments. Vous n'en parlez pas, c'est qu'ils se parlent pas, ces deux bâtiments, Non, mais je pense que l'image, je le fais voir ici, de toute façon, si tu veux. C'est vrai que c'est une sorte de couveuse, c'est un incubateur, et tout est fait effectivement donc, pour que les étudiants de l'école centrale soient dans l'ambiance la plus favorable à leur développement. Et malgré tout, ça passe, je pense, par l'idée d'une coupure, d'une fermeture. On n'imagine pas donc une couveuse ouverte à tous les vents, même si effectivement donc il y a une relation, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est la trame qui se poursuit, qui se continue, voilà, qui assure, disons, la relation minimum, donc à la fois entre le bâtiment de Doma
et puis le bâtiment de Gigon-Aiguillard, mais avec tout le quartier. Mais malgré tout, donc la coupure, elle est là. Puis surtout, ce qui est assez fascinant, bon, tu as parlé de luxe d'espace, mais c'est vrai que ce qui est fascinant surtout, c'est quand on est dans le... Enfin, en plus, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a l'impression, quelque part, en plus, c'est que finalement, tout ce dispositif, il est fait... Enfin, on peut le voir, mais vraiment, disons, d'une manière la plus forte, dans le bureau du directeur. Et on a l'impression que voilà, tout est fait, un petit peu comme ce film américain, là, je ne me rappelle pas de son nom, tu sais, où... Donc, tout est fait pour qu'un mec, donc, eh bien, il puisse, comment? Ouais, voilà, oui, merci. Donc, tu répètes, s'il te plaît. Truman Show, Truman Show. On a l'impression que c'est un espace du Truman Show, voilà, hein, pour que le directeur, les étudiants, c'est tous des Truman Show, et ils vivent comme ça, donc, leurs rêves dans leur couveuse, quoi. Truman Show, c'est quand même l'univers du mensonge total, de la manipulation. Mais peut-être que justement, c'est aussi peut-être aussi c'est l'univers du mensonge, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Et peut-être aussi que tous nos étudiants dans les grandes écoles d'ingénieurs, ils vivent donc dans des couveuses et dans des univers de mensonges. Univers de mensonges. Il y en a un petit que vous avez probablement oublié, mais la véritable origine, si ce n'est pas un hasard, c'est en tout cas une étrange rencontre. C'est que le modèle absolument parfait de cet édifice se trouve à Santa Monica, et c'est le centre commercial construit par Gehry tout au début de ses carrières. C'est-à-dire qu'on retrouve les 4 blocs, les rues qui se croisent, les deux hauteurs superposées, même si on a un peu plus là-bas. Et puis alors la diagonale, qui est très étrange dans le cas dans le cas présent, puisque d'un côté elle a une vraie raison d'être, puisque c'est en fait la future sortie du métro, ou la future entrée du métro. De l'autre côté, il n'y a pas de vraie raison d'être, et que le grand côté, enfin le côté qui donne sur l'avenue l'avenue réelle de l'université est effectivement pratiquement dépourvu un peu comme l'école de médecine, quoi. C'est fermé comme une sorte de bunker. Et puis effectivement, il y a ces couleurs assez déplorables qui sont arrivées, notamment. C'est plus du marron que du noir, d'ailleurs. Pour revenir quand même, c'est un bâtiment absolument formidable. C'est vrai, je pense que c'est du très 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 bon colosse, parce qu'il lui aussi, il lui arrive de faire des choses pas si bien que ça. Et puis c'est un bâtiment de luxe, ça c'est vrai, mais c'est aussi pour des élèves de luxe. Donc on va pas s'en étonner au-delà du raisonnable. Voilà ce que je voulais dire en attendant notre ami. En attendant, Philippe Trétiac. Alors, d'abord, pour répondre à la question qui était la tienne, c'est que l'articulation des deux bâtiments. Je crois que la réponse, elle est exactement en tout cas, dans le fait que je crois qu'on est à peu près tous passés à côté de l'autre bâtiment. Parce que justement, il paraît tellement pas lié à l'ensemble que là, il y a vraiment un problème. C'est peut-être volontaire, j'en sais rien. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est à propos du bâtiment de Coulas. Là. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle précisément avec le bâtiment dont on a parlé avant, le Louvre dessiné par Jean Nouvel, parce que on a quand même 2 idées de ville sous une nappe, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que les trames sont pas traitées de la même façon. Il y a justement cette désorganisation volontaire de Médina chez Nouvel. Et là, je dirais que la désorganisation, elle est pas horizontale, elle est verticale. C'est qu'on a un système de terrasse qui a quand même un côté un peu Médina aussi, justement. Et ça, j'ai quand même trouvé que c'était vachement bien foutu, quoi. J'ai trouvé que sincèrement, je me suis dit que c'était un endroit où j'aimerais peut-être bosser. Parce que, d'abord, je trouve que le fait d'avoir mis au centre de la diagonale le restaurant, c'est quand même très étonnant parce qu'il y a vraiment un espace public. Il y a comme une espèce de place centrale, et puis ça fonctionnait bien quand on y est allé, quoi. Il y avait quand même des étudiants dans tous les coins, à toutes les hauteurs. Moi, je trouve que justement, en plus, même les couleurs du mobilier
Je trouve ça quand même très étonnant. On le voit pas là, mais il y a des espèces des couleurs qui doivent venir de Hollande, je sais pas où, des mauves, des trucs très bizarres, des lampes un peu de bande dessinée. C'est un peu curieux, quoi. Mais je trouve que l'espace public, parce qu'on a quand même l'impression que c'est d'abord un remarquable espace public. Et là-dessus, tu as raison de rappeler que c'est un espace public de luxe, parce qu'on peut imaginer comment il serait vandalisé si c'était la même chose dans ce qu'avait été la fac de Vincennes. Donc évidemment, c'est un lieu qui sera sans doute très très protégé, et c'est pour ça. Mais quand même, c'est vraiment d'abord un espace public, et c'est quand même assez formidable, quoi. Alors par ailleurs, juste une chose, on a discuté avec des étudiants qui racontaient, parce que on est allé voir aussi les logements des étudiants, qui sont un peu plus loin dans ce qu'on appelle le parc des Muses ou le jardin des Muses, je sais pas quoi. Voilà, c'est très curieux parce que c'est aussi des bâtiments, vous les avez vus, non, ces espèces de tours rondes, disposées les unes à côté des autres. C'est assez étrange, mais ils racontaient tous que si t'as pas de bagnole à Saclay, t'es mort. Parce que même si tu loges là, si t'as besoin d'aller acheter un truc que t'as oublié, il y a rien. C'est-à-dire que c'est quand même encore un espace compliqué, quoi. Bon. Alors à propos d'espace public, justement, il y a une autre école qui va s'installer en face et qu'on ira évidemment visiter, c'est l'école réalisée par Renzo Piano. Donc c'est assez intéressant de voir comment les deux bâtiments, là on parle plus d'articulation, mais de liaison. Est-ce que cette fameuse rue intérieure, cette diagonale dont vous parlez, elle se prolonge sur l'espace public pour aller chercher l'autre école? C'est toute la question. Oui, elle se prolonge puisqu'il y a... Oui, mais est-ce une que place justement, aussi. moi je n'ai pas du tout l'impression que les deux bâtiments étaient pensés de cette manière-là. On a l'impression que c'est des logiques autonomes et que en fait c'est peut-être ça aussi l'histoire de Saclay. Non mais c'est presque théorisé par Rem Koolhaas aussi, l'idée effectivement qui s'oppose complètement par exemple à l'îlot ouvert par Zamparkia. Là effectivement l'idée c'est effectivement de fermer les choses pour que les gens effectivement puissent disons retrouver leur propre identité et une fois que c'est fermé, ça peut communiquer. Voilà, parce que, voilà, c'est un petit peu quelque part, c'est le discours d'aujourd'hui de Régis Debray là sur les loges des frontières appliquées à l'architecture et à l'urbanisme. Voilà, on ferme les îlots et on est plutôt dans une logique d'enclave, de clôture, de fermeture et quelque part. La clôture, la fermeture, c'est pas forcément quelque chose qui peut s'opposer donc ensuite à la communication des différents îlots les uns avec les autres. Peut-être même au contraire, ça la favorise. Oui, donc je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que Saclay c'est toujours en construction et que cette diagonale, elle est quand même censée faire le lien entre la sortie du métro et une grande place plantée qui sera un lieu de rassemblement logique des étudiants. Alors, et ça, évidemment, c'est encore en construction. Bien, nous allons changer d'échelle de projet et aussi de contexte pour aller à Noisy-le-Sec et parler du conservatoire Nadia et Lily Boulanger, conservateur de musique et de danse, deux disciplines mais un seul bâtiment. Et justement, là aussi, il y a articulation de ces deux fonctions dans un bâtiment unitaire et créé dans un contexte très hétérogène de petits collectifs, de pavillonnaires et autres. Bref, tout ça très très proche de Paris. C'est le bâtiment de Jacob McFarland qui vient d'être inauguré il y a quelques jours. Eh bien, peut-être Sophie va nous emmener dans cet univers. Oui. Univers vert, oui, vert pomme. En l'occurrence, dans un quartier qui est quand même dans une ville qui est un petit peu en déshérence, je trouve que un objet assez incongru comme ça, c'était plutôt ce qu'il fallait. Voilà, une architecture objet. Maintenant, moi, je suis vraiment dubitative parce qu'il y a quand même déjà, c'est un bâtiment qui a coûté très très cher. Il y a une débauche formelle, une débauche dans la couleur, même si je trouve qu'il a une présence intéressante dans le quartier. Mais alors, à l'intérieur, j'ai trouvé ça mais vraiment d'une pauvreté.
Ouais, il n'y a pas du tout d'adéquation entre ce que le bâtiment peut dégager à l'extérieur. Enfin, moi, je suis pas du tout sensible à cette architecture qui est d'abord un travail sur le numérique. Hein. Jacob et McFarlane ont été assez pionniers quand a commencé à se développer la CAO. Ils étaient beaucoup sur le devant de la scène. Et enfin voilà, à l'intérieur, on a quand même des espaces d'une grande banalité. Je trouve que c'est assez raté. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Sophie. Hein. C'est vrai que quand tu m'as dit qu'on allait voir ce bâtiment, j'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'il va encore être. Et en fait. Non, pas du tout. Là, comme tu l'as évoqué, c'est vrai, le tissu autour est très hétérogène. Il y a un peu n'importe quoi, mais tout tient parce qu'effectivement, il y a un réseau de voies qui sont plantées avec des arbres. Il y a une maille comme ça de voies qui tient. Voilà, donc ces éléments totalement hétérogènes. C'est vrai que, bon, là encore, quelque part, c'est pratiquement une enclave. Voilà, pas de la même façon, mais qu'on pourrait rapprocher donc à celle de, je pense, Nicolas à Saclay. C'est une enclave parce que, en fait, le bâtiment, c'est comme une sorte de sculpture qui aurait été coupée, voilà, sur les côtés pour s'insérer dans le tissu urbain. Et c'est vrai que, voilà, donc autant quand on passe sur la façade, je ne sais pas laquelle c'est, enfin, la façade nord, oui. Pardon, la façade nord, voilà, c'est pas celle-là, c'est celle de l'opposé. Elle est banale, très très grise. Enfin, d'ailleurs, elle est juste relevée par un très intéressant pare-soleil continu. Je ne sais pas trop à quoi il sert vraiment, parce que oui, juste empêcher l'éclair de soleil de rentrer. Parce que de l'autre côté, la façade est à l'ouest, donc c'est comme un brise-soleil. On était l'après-midi, on n'a pas vu beaucoup de soleil. Excuse-moi, mais tu vois, il est quand même orienté. Bon, il n'était pas obligatoire d'avoir ce type de pare-soleil, mais moi je le trouve. Enfin, je trouve quand même très intéressant parce que là, ça pondère justement l'austérité des façades coupées par rapport donc à la façade très sculpturale. Et après, c'est vrai que quand on regarde le plan quelque part, c'est vrai qu'il est assez classique parce que c'est pratiquement le plan de l'hôtel particulier avec deux ailes. D'ailleurs, il y a beaucoup de conservatoires dans les hôtels particuliers du XVIIe siècle. Et la manière dont se positionne l'escalier, c'est tout à fait, c'est assez classique. Et c'est vrai que, voilà, mais la vraie surprise, quelque part, oui, c'est vrai qu'elle vient de la cour, qui est vraiment un espace étonnant, mais tu as tout à fait raison, c'est vrai que toute l'architecture, pratiquement, donc, elle est mise dans la cour, mais il n'empêche qu'après, les escaliers, les salles de cour, bon, elles sont relativement simples, mais quelque part, tant mieux, parce qu'elles viennent comme ça, en contrepoint, avec donc les fusions de la cour. Et sinon, je tiens aussi... je ne pensais pas faire un éloge comme ça. Et je tiens aussi donc, à souligner la grande qualité de l'amphithéâtre. Nous l'avons vu ensemble. Hein, je trouvais ça vraiment étonnant parce que c'est vraiment finalement un amphithéâtre pour une école. C'est-à-dire c'est vraiment donc on a l'impression d'aller, enfin je sais pas, d'être à l'IRCAM. Tout est noir, très simple. Il n'y a pas de siège rabattable. C'est que des banquettes. Et c'est vrai que c'est un vrai lieu d'expérimentation donc et de travail, plus qu'un lieu ostentatoire, comme le sont souvent ces salles dans les conservatoires. Philippe ? Oui, non, je voudrais juste ajouter une chose brièvement, parce que je ne vais pas mobiliser la parole, mais bon, la simplicité des salles, de toute façon, on y vient pour répéter, mais c'est quand même des lieux où l'attente et les circulations publiques, elles prennent toute leur importance dans des lieux comme ça, et là, je trouve justement qu'il y a pas de qualité. Les parents qui attendent leurs enfants à la sortie des salles, voilà... L'heure à attendre dans ces espaces-là, faut se la cogner quand même. Moi, je ne vais pas te contredire, mais l'espace, il n'est pas désagréable, parce que c'est le négatif de la sculpture, et tu es plutôt bien. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, d'avoir des espaces de travail, centrés sur le travail, vraiment, des espaces simples. Les salles de danse, on les a vues, elles sont simples. On est là pour bosser, pas pour déconner. Et puis, malgré tout, donc, il y a la cour qui fait toi, quand tu rentres, un artiste, un musicien. Une future danseuse étoile de l'opéra, ça c'est bien, surtout dans ce type de banlieue.
Oui, ouais, il se trouve que comme nous étions hier avec Sophie à la Biennale d'Orléans, on a pu revoir le bâtiment du FRAC, justement, des turbulences. Et contrairement à, bon, il y avait quelques-uns de nos confrères assez goguenards, mais moi je trouve qu'il a vraiment très bien tenu le choc. Je trouve qu'il est toujours très étonnant. Alors c'est vrai que ça devait servir de lieu d'accueil, ça marche pas. Ils ont fait une bibliothèque à côté, mais ça sert d'autre chose. Ça sert. Et je trouve que c'est pas mal. Et je dis ça parce que moi, je trouve que justement l'inscription, vous l'avez dit, mais l'inscription de ce bâtiment, d'ailleurs, je crois pas qu'il soit si cher que ça, hein, mais par ailleurs, hein, mais bon, je crois qu'il vaut, il y en a, c'est 7 millions, je crois 12 millions 6. Ouais, non, c'est pas vrai. Non, c'est, j'ai lu ça aussi, mais je crois que le vrai prix c'est 7 millions. Mais par ailleurs, 7 millions, ça fait 2005 du mètre carré. Oui. Mais bon, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a toujours sur l'histoire des prix, il y a souvent le prix de l'investissement, le coût de l'investissement et le coût bâtiment. Il faut être plus précis, je suis d'accord. Dans la presse, on voit sortir des chiffres qui, évidemment, sont vrais sur le coût de l'investissement, mais pas le coût du bâtiment. Donc, il faut faire attention à cette précision, parce que sinon, ça peut... Là, je pense qu'au contraire, il n'y a pas tant d'argent que ça. Hein. Ça me semble pas. Donc voilà, donc c'est une précision importante. Et bon, donc je trouve que c'est vrai que installé à cet endroit, il a une très grande force. Moi, je trouve en plus très intéressant le phénomène du resserrement de l'entrée. Le fait qu'on rentre comme dans une espèce de, je sais pas, de canyon un peu. Je suis plus critique sur les espaces neutres. Parce que je suis pas du tout sûr, justement, que dans un conservatoire de musique, il faille des espaces neutres. Je suis pas du tout sûr que pour faire de la peinture, il faille être dans le neutre, j'en sais rien. Moi, j'ai fait 8 ans de conservatoire dans des mairies d'arrondissement, etc. Et c'était très bien. Et bon, il fallait pas forcément être. Bon, je crois qu'il y a une espèce de vie intérieure quand tu pratiques un instrument, tu te fous un peu de ce qu'il y a autour, quoi. Donc c'est même s'il y a de la couleur, c'est pas grave. Et je trouve que c'est vrai que les espaces intérieurs, mis à part ce que tu as dit, la salle, là, l'auditorium, je trouve que les espaces sont quand même assez pauvres, même dans leur, je dirais même dans leur échelle. Je trouve qu'on est un peu écrasé dans ces pièces. Ça, je trouve ça pas terrible. Mais bon, cela dit, c'est quand même bien, je trouve, d'oser faire un truc pareil, ça fait plaisir. Alors cette couleur verte, Doc de Seine, Euronews, on sent que chez eux aussi c'est quelque chose qui... obsessionnel, je dirais pas, mais en tout cas, on sent que... Ben non, parce que le FRAC Centre ne l'est pas, justement. C'est un travail avec des artistes tout à fait intéressant. Une séance spéciale sur la couleur verte, oui, parce qu'elle n'est pas utilisée que par eux. Donc, mais loin de là, loin de là. XTU, par exemple, utilise oui, mais elle a été, ou par, elle a été très marquée. Michel Bourdeau, dans Michel Bourdeau, tout au début, Avenue d'Italie, absolument. La couleur verte, donc on pourrait faire... Non, mais ça a été une époque. Ensuite, il y a eu du doré. Justement, ce projet, il est étrange parce qu'il ramène sur le tapis une couleur qui était déjà un peu dépassé, quoi. Mais ça s'explique par le fait que ce projet, il a été bloqué pendant des années et qu'il ne ressort que maintenant. Il pensait même, Jean-Claude Macfarlane pensait qu'il le ferait jamais, que bon, voilà. Non, c'est du vert irisé. Voilà. Les prémices vert avec des pointes de jaune. Mais c'est parce que tu n'y es pas allé que tu n'as pas senti toutes ces nuances. Voilà. Nous allons les prémices du projet, c'est 2003. Tu vas prendre le micro, puisque c'est ça. Tu vas prendre le micro pour nous parler de la transformation de la monnaie. Donc, c'est le grand projet de Philippe Prost. Donc, Philippe Prost, qui a appelé son projet Métamorphose. Et je trouve ça s'appelle plus comme ça, hein, je suis désolé. Oui, mais ça s'appelle peut-être plus comme ça, mais c'était l'esprit du projet. Et vraiment, ce nom, je ne sais pas ce que vous en pensez, colle parfaitement à la réalisation. Je veux dire que le métal est le fil conducteur d'un projet assez extraordinaire qu'ils amènent du XVIIIe siècle au XXe siècle. C'est la redécouverte d'une architecture sublime quand même, avec un travail très intelligent, je trouve, dans cette architecture extrêmement complexe, car c'est un îlot. Et je rappelle que la monnaie, c'est à la fois un palais et une usine. Donc, réactiver tout ça dans une nouvelle lecture, avec une ouverture sur le grand public, parce qu'avant tout ça, c'était fermé, c'était réservé à ceux qui travaillaient et ceux qui venaient voir des collections. Là, c'est autre chose. Il y a vraiment un travail de médiation assez formidable. Oui, non, c'est un très très beau projet. C'est Philippe Prost qui l'a fait, qui est celui qui a fait ce mémorial magnifique. En effet. Voilà.
Notre-Dame de Lorette, voilà. Et donc, là, c'est pas tout à fait le même principe, puisque il y avait donc ce grand bâtiment de Antoine qui était en place, qui est un bâtiment très très structuré sur une parcelle. Quand tu dis Antoine, c'est Jacques Denis Antoine. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que t'as l'air de tutoyer comme ça, de dire. Je me suis dit, tiens, il tutoie quelqu'un du XVIIIe siècle. Ce projet est tellement passionnant qu'on finit par le tutoyer. Et donc, un bâtiment curieux, hein, difficile. On peut pas tellement le classer dans les édifices classiques, pas non plus dans. Il y a des jonctions très étranges entre le bâtiment principal et les ailes qui avaient été aménagées notamment pour les ouvriers. Et donc Prost a réussi à transformer tout ça en gardant un espace pour un restaurant de luxe, et comme toujours maintenant, et puis effectivement ménager une permanence du geste des ouvriers qui est plutôt là pour être regardé un peu avec émotion. Mais bon, ils fabriquent encore des médailles, ils font plus les pièces qui sont maintenant fabriquées à Pessac. Voilà, à Pessac. Depuis assez longtemps déjà. Oui. Depuis assez longtemps. Donc c'est un bâtiment dont on savait pas trop quoi faire. On s'est souvent posé la question. Bien sûr, il a été question d'en faire un hôtel à une époque. Et là, on se trouve dans un état un peu équilibré, ou un peu équilibriste, je dirais même, entre donc les visites du public, puisqu'il y a un musée des médailles et de la monnaie, tout à fait intéressant, qui rappelle plutôt un genre palais de la découverte ou un musée des arts et métiers, très technique, mais passionnant, tout plein de paillettes et plein d'or. Et puis il y a il y a d'autres espaces un peu mystérieux qui sont au fond des espaces publics, des boutiques, des lieux de circulation, et le tout marche très très bien. Alors où est l'architecture de Prost? Au début, on la voit pas spontanément, et c'est plutôt dans la circulation qu'elle apparaît progressivement. Alors, le métal... En même temps, c'est plutôt une qualité de venir avec subtilité dans une architecture aussi belle, aussi... C'est tout à fait subtil et tout à fait remarquable. Mais c'est vrai qu'il faut, si je puis dire, s'y habituer comme on s'habitue au noir dans une vieille cave. Et là, on voit donc à ce moment-là des tas de subtilités. Depuis les cours et jusqu'aux recoins les plus secrets du musée. Donc le métal, oui, il y en a. Il est inspiré des plaques dans lesquelles étaient découpées les médailles ou les pièces. Et puis, mais je trouve pas que ce soit particulièrement, comment dirais-je, une marque de fabrique, si je puis dire, tout à fait évidente, et je préfère penser à cet endroit comme un espace complexe, extrêmement raffiné, extrêmement intéressant. Juste une dernière chose, c'est effectivement ouvert, c'est-à-dire les rues, les gens vont pouvoir passer de la rue Guénégaud à l'Institut, vont pouvoir rejoindre le quai Conti. Et il s'appelle Conti quelque chose maintenant, le bâtiment. Pardon? 11 Conti. 11 Conti, voilà, il s'appelle à l'américaine 11 Conti maintenant. Et voilà, mais je doute que ça reste très très longtemps comme ça, parce qu'il faut beaucoup d'hommes pour des questions de sécurité. Ouais. Richard? Oui, enfin moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est la modestie de Prost, qui a su complètement s'effacer. C'est vrai qu'il y a eu un concours, et je crois que la plupart des candidats avaient fait des objets en opposition avec le bâtiment d'Antoine. Je crois que il y avait un projet de Beckman NTP, c'était une tour dorée. Il y avait un projet de Villemot, c'était des sheds. Lui, il n'est pas du tout tombé dans ça. Oui, je sais. Oui. Donc là, il a su effectivement donc s'effacer complètement devant
le projet d'Antoine, et c'est vrai que le projet d'Antoine, il est complètement mortel, parce qu'il est complètement moderne, il est complètement contemporain, parce que c'est une vraie barre, c'est une barre, voilà, en plein cœur de Paris. Après, le traitement des façades, c'est vrai que ça rappelle, je ne sais pas, Chipperfield, ça rappelle Herzog et de Meuron, et puis après, le système des cours avec la trame, ça rappelle par exemple Oma à Saclay, mais c'est peut-être ça que, comment s'appelle, Colas a copié, tu vois. Il peut pas aller à, mais c'est lui qui est obsessionnel. Il peut pas aller à Los Angeles, il a simplement vu le projet d'Antoine avec ses cours, il a dit mais putain c'est ça qu'il faut que je fasse, merde. Et même dans le projet d'Antoine, bon, il y a la diagonale aussi, on la retrouve à la fin, donc qui va être réouverte au public pour que la rue de Guénégaud puisse être reliée à la Seine. Bon, tout ça, je trouve ça vraiment, enfin Antoine, je trouve ça absolument. Elle est pas diagonale, elle est parallèle à la Seine. Oui, enfin, elle coupe la trame en diagonale. Non, non, pardon, le passage qui va être réouvert coupe la trame en diagonale, exactement comme dans le projet de Colas. On sait maintenant qui a été copié, tu vois. Voilà. Donc ensuite, voilà. Après, par contre, pour le titre, là, Métamorphose. Bon, voilà, moi je trouve, voilà, je sais pas, comme dirait Kafka, la métaphore, c'est ce qui tue la littérature, et je pense que voilà, ça tue peut-être l'architecture. Quoi qu'on a vu un projet au début que vous avez beaucoup apprécié, le projet de Kéré, qui est vraiment donc une métaphore, c'est vrai, mais je pense que, bon, c'est vrai que je connais un tout petit peu l'architecture africaine, c'est vrai que c'est intéressant la manière dont il repose cette question, mais disons que je serais moins indulgent pour un Français, je préfère son attitude modeste, et je crois qu'il a eu aussi parfaitement raison d'utiliser le métal, mais le métal dans tous ses états, parce qu'il a utilisé l'acier inox, l'aluminium, le bronze, le cuivre, et ça, c'est vrai que ça joue donc, de manière fantastique avec la pierre, et surtout aussi, parce que j'ai trouvé vraiment très bien, enfin, c'est à peine perceptible, mais c'est vrai qu'il a vraiment, disons, traité avec beaucoup d'attention donc tous les espaces d'Antoine. Là, on voit la nef des monnayeurs, elle est parfaitement préservée, mais il y a une autre salle, c'est excusez-moi, la réserve d'eau, le réservoir d'eau. Donc, il a su parfaitement le traiter, donc en mettant l'escalier qu'il fallait mettre, qui reprend la forme donc elliptique de la réserve d'eau. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment qui s'est dévoué complètement au génie d'Antoine, et on ne pourrait que le mettre créé. Oui. Je crois que tout a été à peu près dit. Moi, je trouve que c'est vraiment un projet absolument magnifique. Prost, effectivement, a su s'effacer, bien qu'ayant quand même construit quelques parties neuves. La manière dont il vient travailler ses façades avec les plaques métalliques percées de ronds qui rappellent les restes les déchets de plaques pour la fabrication des pièces, ça aurait presque pu être un gag, mais c'est remarquablement traité. Ensuite, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que c'est quand même aussi un objet technique extrêmement sophistiqué, et que là on revient dans ce qu'on disait pour la transformation de Versailles, quand on avait parlé du projet du pavillon du Four par Dominique Perrault. C'est vraiment un travail d'orfèvre pour la mise aux normes, pour faire passer tous les réseaux. Et effectivement, on voit absolument rien. Et je pense que voilà, la qualité aussi, c'est que Prost, c'est aussi quelqu'un voilà, d'une grande culture, et c'est vraiment à partir d'un travail approfondi d'études des origines du site qu'il en arrive à ce projet-là, et à travailler sur les parcours, à retrouver les parcours d'origine. Voilà, c'est absolument passionnant, et puis en plus, voilà, les objets qui sont exposés, c'est passionnant aussi. Voilà, c'est magnifique. Merci Philippe, quand même, vous qui vous intéressez à la mode. Jean-Paul Gaultier, vous n'avez pas parlé? Je ne comprends pas. Mais non, mais c'est vrai, pas mieux, quoi. C'est bien, vous avez tout dit. On dit que l'entreprise de la Monnaie, c'est la plus vieille entreprise de France, peut-être même d'Europe, parce qu'elle n'a jamais cessé de produire depuis 1200, je ne sais pas combien, de la Monnaie.
Mais voilà, non, je peux rien ajouter d'autre. C'est vrai que Prost, c'est difficile d'en parler aussi d'un projet comme ça, parce que précisément, c'est tellement dans la subtilité, dans le détail, qu'il y a une seule chose à faire, c'est d'y aller, quoi, d'aller voir, mais c'est tout. Je sais pas, il y a peut-être une chose sur laquelle on n'a pas assez insisté aussi. Ce qui est assez incroyable, c'est le choc des programmes. C'est un musée dans une usine, quelque part. Oui. Si, je l'ai dit. Ah ouais. C'est très subtil. Non, parce la qu'on manière a, dont il arrive à mettre en promenant, scène toute la gestuelle des ouvriers, et cette gestuelle qui vient donc expliquer le parcours, enfin commenter le parcours muséographique. Ça, c'est formidable. Et puis, ce qui est formidable malgré tout, c'est que c'est ça qui est intéressant. Enfin, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de remettre sur un piédestal, de mettre dans un musée le travail manuel. Ça, c'est quand même extrêmement. Je pense que c'est vraiment extrêmement important de requalifier le travail manuel. C'est un truc que je trouve qu'a raté la RATP quand ils refont leurs entrepôts. Très souvent, tu ne peux pas voir les ouvriers qui travaillent donc, sur les machines, parce que paraît-il, ils ne veulent pas, mais c'est pas vrai, puisque Parani, il a réussi à le faire à Nice. Donc voilà, moi je pense que c'est extrêmement fort donc, de remettre le geste manuel, la chorégraphie manuelle, cette gestuelle-là qui n'existe plus ailleurs, si on est tous comme des abrutis prostrés devant notre ordinateur. Quoi. Et donc c'est quand même formidable de retrouver quelque part, voilà, sous le corps aliéné, de retrouver peut-être un corps glorieux. C'est beau, c'est beau. Je voudrais signaler quand même, parce que dans le parcours de l'exposition, il y a une salle qui ne va pas rester tout le temps, mais qui est quand même très importante aujourd'hui, c'est l'histoire du projet. C'est-à-dire qu'il y a une salle Prost, et je trouve, là, on découvre la complexité du travail d'un architecte, et là encore, cette pédagogie-là, comme tu viens de le dire, pour justement cette transparence où on voit les ouvriers travailler, frapper les médailles, eh bien, il y a quelque chose là de très intéressant je trouve que c'est un projet très grand public. C'est là où il faut absolument que tout le monde aille voir ce travail. Alors nous allons passer maintenant on va vraiment changer d'échelle et parler de la consultation internationale pour la métamorphose. En voilà encore une autre, de la tour Montparnasse. Je rappelle qu'en 2016, donc, un concours a été lancé avec comme objectif de redonner une identité forte, innovante, dynamique et ambitieuse au premier gratte-ciel de Paris, né il y a plus de 40 ans. Architecture Studio, Dominique Perrault, MAD, la nouvelle AOM, l'OMA, PLP Architecte, et Studio Gang ont été invités à réfléchir à comment transformer ce lieu emblématique et souvent bien détesté par des Parisiens, voilà, mais en même temps un bâtiment iconique d'une époque. Et c'est intéressant de voir les propositions qui ont été faites. Ce que tout le monde a remarqué, c'est que justement, en finale, il n'y avait pas, j'allais dire, ni Dominique Perrault, ni Loma de Rem Koolhaas. Et voilà, c'était déjà un signe que peut-être, parce qu'ils avaient fait des projets dont on va discuter là, des projets extrêmement forts, peut-être trop forts, je ne sais pas, c'est la question que j'ouvre. Voilà. En tout cas, les lauréats, c'est cette agence AOM qui s'est montée. Là aussi, c'est très intéressant dans la pratique des architectes, on pourrait dire des jeunes architectes, de se grouper pour des enjeux pareils, car aucun d'entre eux n'avait réalisé de tour. Je veux parler de Franklin Azy, de Chartier-Dalix et de Ardel et Le Bihan, voilà, qui ont fondé donc la nouvelle AOM, donc OMA AOM. Il y a des effets miroirs assez intéressants. Voilà, je veux bien commencer. Philippe. Bon, la première des choses à dire, c'est qu'il faut aller à l'Arsenal voir l'exposition des projets, parce que c'est vraiment parfait, quoi. C'est parfait d'avoir toutes les maquettes, oui, toutes les tours. Il y a tous les documents. Tous les documents, ça c'est vraiment formidable. Faut pas rater ça parce que c'est vraiment, c'est génial, quoi. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième, je dirais, je citerai une phrase de Marc Barani à propos du lauréat. Il m'a dit, oh, tu sais, c'est beaucoup trop sage pour que ça ne se fasse pas. Et j'ai trouvé que la formule était assez bonne. Sur le fond, je pense qu'elle résume beaucoup de choses. En gros, la tour, on peut dire qu'il y avait 3 points sensibles pour les juger, en vérité. Il y avait la manière dont elle allait se terminer,
il y avait l'accroche au sol, et puis en gros, il y avait un truc un peu vers le milieu, qui était en gros sa peau, quoi. Quelle couleur elle avait, quelle forme, quelle luminescence, etc. Bon. Et donc, si on regarde tous les projets les uns à côté des autres, c'est assez surprenant de voir justement comment certains ont travaillé. Par exemple, je prends un exemple, le projet de Studio Gang. Bon, Studio Gang, architecte de Chicago, très connu pour la tour qu'elle a faite à Chicago, qui est une espèce de tour dont on a le sentiment qu'elle serait un peu comme si de l'eau ruisselait sur ses façades. C'est un peu d'ailleurs ce qu'elle a tenté de refaire là, puisqu'on a exactement encore cette volonté. Alors là, on se rend pas bien compte sur cette image, mais c'est beaucoup plus une architecture prismatique, enfin avec comme des espèces de quantité de petits losanges les uns à côté des autres, des cristaux, etc. Mais ce qui est très étonnant, ce qui m'a le plus surpris dans ce bâtiment, c'est le sol. Parce que l'accroche au sol, c'est une véritable jungle. On a l'impression que c'est les eaux de Vincennes. C'est très curieux. Et bon, il y a beaucoup de choses à dire, énormément. Mais moi, je dirais une chose, c'est que j'ai trouvé. Il m'a semblé que le projet vraiment le plus intéressant de tous, c'était celui de Perrault, parce qu'il a développé une idée que j'avais, moi, développée de façon cynique et critique sur la Bibliothèque de France, où je disais qu'à l'inverse de ce qui avait été fait dans la cour carrée du Louvre, qu'on avait vidé, il fallait construire entre les 4 tours pour que ça s'arrange. Et là, finalement, Perrault, il fait un truc incroyable. Au lieu de s'occuper simplement de la tour, il en construit une deuxième, avec en plus un porte-à-faux. Mais le problème, c'est que... Oui, en perçant le plafond parisien, il faut quand même... Oui, bien sûr, il fait une tour de 300 mètres de haut, oui. À côté, qui est donc beaucoup plus haute que la tour qui est... Okay, bon. Mais le problème, c'est que quand on va justement voir... Il nous reste 20 minutes. C'est une information. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on est face à la tour, enfin au rendu de Perrault, l'image est extrêmement décevante. Je trouve qu'elle ne met pas du tout en valeur son travail. Super chiant. Oui, ça ne met pas du tout en valeur le travail. Elle a un mauvais aspect, etc. On peut dire d'ailleurs la même chose sur le projet de Rem Koolhaas, dont on nous a dit que Rem Koolhaas avait jusqu'au dernier moment modifié sans arrêt le projet. Quand on lit le panneau de présentation, on a l'impression que c'est pas lui qui a pu écrire des choses aussi nulles, enfin aussi creuses. Et en même temps, il paraît que c'est lui vraiment. Et bon, ce projet, il est assez horrible, je trouve. Bon, en même temps, on peut analyser les projets de plein de manières. C'est-à-dire que certains ont tenté justement de concevoir des tours dans lesquelles il y aurait vraiment la mixité à la fois des bureaux, des logements. D'autres ont tenté d'avoir les parties bureaux sur l'avant, les parties logements sur l'arrière ou l'inverse. Enfin, il y a au-delà même de l'habillage, il y a beaucoup de réflexions. Et c'est ça qui est intéressant. Mais je passe la parole. Il y en a. Sophie. Juste une petite remarque par rapport à Koolhaas. Effectivement, bon, déjà, moi, je trouve le projet absolument raté. Bien qu'apparemment c'est un projet qui lui tenait à cœur. Ces panneaux donc exposés au pavillon de l'Arsenal sont vraiment épouvantables, avec un graphisme épouvantable, une maquette moche, voilà, une mise en page horrible. Par contre, je trouvais que les textes étaient quand même plutôt intéressants, parce que lui, tout son postulat de départ, il développe toute une idée qui est que les tours ne peuvent pas mourir, parce qu'elles sont tellement compliquées à démolir que leur transformation est inéluctable. Donc lui, c'est cette question-là qu'il pose. Ce qui est un point intéressant quand même. Oui, tout à fait. Vraiment exactement. très très Tout intéressant. À fait, oui. Donc, la mutation de parc de la Défense est une histoire à suivre. Oui, hein, tout à fait. Donc moi, je trouve que son projet est raté, mais par contre, les questions qu'il soulève sont très intéressantes. Ensuite, par rapport à ce que disait Philippe, je rebondirais aussi un peu sur toutes les idées qu'a développé quelqu'un comme Christian de Portzamparc sur les tours, qui en a beaucoup construit, mais de toute façon, Perrault aussi tient le même discours, c'est que le plus important dans une tour, c'est les 15 premiers niveaux, puisque au-delà d'une certaine hauteur, on perçoit plus rien et ça n'a aucune importance. À l'échelle du piéton, c'est vraiment l'accroche au niveau de la rue qui est la plus importante. Et là, de ce point de vue-là, je trouve que justement la réponse de la nouvelle AOM, même si c'est la plus simple et la plus consensuelle, il a cette grande qualité-là, c'est d'être le projet le plus travaillé au niveau de
de son accroche au sol. Donc elle est travaillée dans toutes ses dimensions. Donc effectivement, à l'échelle du quartier, pouvoir recréer, comment dire, une accroche avec le piéton, mais la forme qu'il lui donne, elle est aussi importante puisqu'elle permet de casser les phénomènes de courant d'air, parce que les vents qui descendent du haut vers le bas et qui créent des situations très inconfortables au niveau de la rue, c'est cassé par l'épaisseur qu'ils viennent donner à la rue. Et puis après, moi, une grande qualité, je trouve, de ce projet-là, c'est qu'il conserve quand même la silhouette d'origine, et qu'effectivement, même si on déteste cette tour, même si elle est moche, c'est quand même quelque chose qui fait partie du patrimoine parisien. Et voilà, par rapport aux autres projets, je trouve que c'était intéressant de garder cette silhouette-là, même si qui pourrait une forme de respect par rapport à l'œuvre des architectes, par rapport à l'œuvre d'origine, même si voilà, je trouvais que le projet de Perrault, il avait quand même vraiment beaucoup d'audace, avec cette idée de venir dépasser la hauteur de la Tour Eiffel. Et puis de recréer, voilà, elle avait vraiment des qualités environnementales très très fortes. Enfin, j'ai l'impression qu'il a vraiment axé son projet là-dessus, puisque c'était une tour qui produisait de l'énergie, qui était elle produisait plus d'énergie. Le projet lauréat, c'est un projet quand même qui rentre parfaitement dans le PLU aussi. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Bien sûr, puisque alors j'allais y venir, c'est qu'on imagine très bien que le projet de Perrault, avec tout ce qu'il fallait changer au niveau du PLU, plus toutes les associations de riverains, de Parisiens, etc., qui se seraient liguées contre le projet. Je crois que dans 30 ans, on y était encore. Enfin, j'exagère peut-être, mais dans 20 ans, on y était encore. Alors que là, il y a quand même une livraison qui est planifiée pour 2024. Il faut que cette tour soit finie pour 2024. Pour les JO, que tout à fait. Ça fait partie quand même de ces grands projets qui doivent sortir dans les temps pour les Jeux. Alors, Richard. Oui, moi, ce qui m'a quand même malgré tout frappé, c'est qu'il y a deux catégories de projets. Donc, il y a une catégorie de projets, disons, à l'ancienne. Donc, c'est une tour, on va faire un grand geste. Il y a le très beau geste de Studio Gang, l'effet spécial, où on voit la Tour Eiffel à l'envers, où on a on voit la Tour Eiffel à l'envers. Un chinois. On a aussi l'impression que le sol se soulève, comme dans le film Inception, etc. Il y a effectivement le geste de Perrault. Alors, Perrault, lui, vraiment, c'est vrai qu'il revient pratiquement chez les constructivistes, puisque ça rappelle le projet de Léonidoff, pour donc, le ministère de l'Industrie lourde, donc, sur la place Rouge. Voilà, la plupart des projets sont comme ça. Et quelque part, tous ces projets-là, ils postulent un pouvoir fort, comme si De Gaulle allait sortir de sa tombe et puis le dire « Perrault construit le beffroi de la tour Montparnasse ». Et puis on voit à côté de lui aussi la tombe de Malraux qui se soulève. « Oui, Perrault, il faut un beffroi ». Mais tout ça, ça n'existe plus maintenant, ces gens-là. Ils sont morts, c'est fini. Enfin, j'adore le projet de Perrault. Voilà, j'adore son projet, j'adore le projet contrairement à vous, de Collage, je peux en parler tout à l'heure pourquoi. Mais en même temps, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on demande. Voilà. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de travailler donc avec un nouveau type avec un nouveau type de régime politique, beaucoup plus démocratique, avec des associations. Déjà là, pour ce projet, il n'y avait pas, c'était pas l'État, quoi, c'était pas le ministère de la Culture, c'était donc, c'était pas le ministère de l'Équipement, c'était donc 73 copropriétaires, donc des gens, voilà, je dirais pas normaux, mais des gens, voilà. Et donc après, il fallait effectivement, comme tu l'as dit, faire attention au PLU. Et c'est vrai que aussi le fait qu'il soit donc une équipe, eh bien, effectivement, on ne pouvait pas imaginer que, chez Ramcolas, comme tu l'as dit, c'est lui qui a fait le projet, quoi. C'est pas un truc collégial. C'est lui qui l'a dessiné, c'est lui qui a dit comment il fallait faire. Perrault, c'est lui qui a fait le projet. Tandis que là, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit Ardel et Le Bihan, ou que ce soit Charty Dalix ou Franklin Asie qui prédominent. Non. D'abord, ils ont donc vidé un étage de la tour, ils ont nommé un chef de projet indépendant, ils ont discuté, débattu autour d'une table, ils ont listé les principaux problèmes de la tour, et puis ils y ont répondu. Voilà, c'est à la fois...
Enfin, que dire la seule chose à dire, c'est comme ça. C'est tout. Parce que, voilà, moi aussi, je préfère Perrault, je préfère Colas, mais aujourd'hui, c'est comme ça. En plus, c'est les seuls, quelque part, donc, qui ont un générique. C'est pas simplement quelques noms. Donc, il y a aussi ils ont fait appel à je ne sais plus qui les a aidés dans le recyclage, alors que les autres, donc, c'est des architectes, avec leurs ingénieurs qui sont au garde à vous. Là, c'est pas pareil, quoi. C'était un vrai débat, une vraie discussion à tous les niveaux. Après, si le projet est bien, ça, franchement, c'est une question qui me dépasse. Oui, comme tu l'as dit, il est bien, parce qu'il résout la question de l'accroche au sol, que c'était un problème, il résout la question de la transparence, il résout la question de la mixité, puisqu'en plus, ils mettent un hôtel dedans, il résout la question de la tête. La tour, c'est vrai qu'elle n'avait pas de tête, ils ont mis une tête. Voilà, donc, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Enfin, l'enjeu, c'est pas beau, pas beau. C'est un nouveau système qui se met en place maintenant, hein, qui est complètement différent du premier. Et la folie, c'est qu'il y a 6 équipes qui étaient dans l'ancien système, et il n'y en a qu'une qui était dans le nouveau. Et c'est celle-là qui a gagné. C'est prévisible. Frédéric, pour moi, bien silencieux là sur ce sujet là. Non, je suis pas silencieux. D'abord, j'ai écrit beaucoup, donc. Oui, mais dites-nous là. Non, mais je ne vois pas quel autre projet pouvait gagner. Ce qui me trouble un petit peu, c'est que c'est le choix des 7 candidats, des 7 finalistes, et par exemple la présence de Mayen Song, c'est-à-dire la tête de liste de l'agence pékinoise MAD. De ce Chinois qui avait été formé par Zaha Hadid, on se souvient à l'époque, sous influence. Au-delà d'avoir été formé par Zaha Hadid, il a fait un nombre très considérable de projets. Les tours à Toronto twistés. Oui, de les tours Marilyn Monroe qui twistent, mais bon, c'est pas, enfin voilà, c'est pas mal, c'est 2 tours, un peu finalement banal comme des tours, et pour Pékin, il y a aussi une paire de tours complètement noires, de pierres tombales gigantesques, qui sont en cours d'achèvement là, si elles ne sont pas déjà achevées. Enfin, je sais pas qui a conseillé le groupe des propriétaires, mais je suis un petit peu étonné. Enfin, en tout cas, il y a trop de limites. Et je comprends que, puisque dans ces limites, quelqu'un comme Perrault ait voulu grimper un peu plus haut. C'est vrai que son projet est à quelques nuances près très très bien, hein, c'est formidable, mais c'est vrai que c'est, comme vient de le dire notre ami. Rappelle-moi ton nom. Richard. Pardon? Richard Scoffier. Ah, monsieur Scoffier. Comme vient de le dire Scoffier, bon, mais il pouvait pas être choisi, c'était absolument impossible. Et plusieurs autres projets, alors, dont celui de MAD, parce que c'est une fantaisie optique de Jean Musée Grévin, dont celui de même Gang, veut dire faut la connaître aussi, on la connaît pas ici, on la connaît pas assez à Paris. Elle est venue parce qu'elle fait du forcing à Chicago et un peu au-delà. Elle ressemble un peu à notre présidente de l'Académie d'architecture sur ce plan-là. C'est de forcing à mort dans tous les sens pour s'imposer sur le marché. Et ben Gang, c'est un peu la même chose à Chicago. Et c'est pas son nom qui l'a conduit à se conduire comme ça. Donc voilà, pour moi, il aurait manqué. Mais pour autant, là, on voit bien qu'il y a un débat entre la grande radicalité d'un projet comme celui de Perrault et en effet quelque chose une autre approche complètement en restant dans on pourrait dire on pourrait presque dire d'updating de cette architecture des années 70 et de trouver aujourd'hui une traduction des espaces, des matières. Oui, c'est comme ça le sujet là. On voit bien qu'il y a un clivage là entre ces 2 projets très fort, hein, quand même. Entre les 2 derniers. Oui, entre celui qui, parce que le projet de Perrault, il s'impose par sa radicalité, c'est-à-dire il ose faire quelque chose que les autres ne vont pas, ils vont travailler autrement. Donc il se distingue même dans la famille de ceux qui n'ont pas été retenus. C'est celui qui va aller percer. La référence à Léonidov est tout à fait juste. Bon. Alors en ce qui concerne le projet lauréat,
Je pense qu'en fait, on aurait dû imposer à tous les concurrents de faire une version été et une version hiver. Parce que l'architecture comme ça, végétalisée, donc, qui est devenue la norme parisienne, a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne voit que des projets de printemps et d'été. Je pense que cette tour sera un peu plus triste qu'elle n'en a l'air quand elle sera. En même temps, ils n'ont pas fait une façade entièrement végétalisée. Il y a, il y aurait plus de lumière. Il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Non, mais on aurait pu imaginer. À propos du végétal, après on peut imaginer que ce soit des persistants. Par contre, moi, ce qui me pose question, c'est celle de la représentation. C'est que quand on voit des images comme ça, très légères, très évanescentes, quand on voit leurs arbres, faut une pleine terre quand même pour des arbres comme ça. Donc ça sera pas comme ça. Enfin, évidemment, de toute façon. Mais jusqu'à quel point, voilà, c'est ça. Jusqu'à quel point ça va, la réalité va modifier ce qu'on nous a vendu. Mais plus que ça encore, ces images-là, qui les verra par des drones? Enfin, je veux dire, c'est complètement dément. Les représentations sont tordantes parce que c'est que des vues je sais pas quoi, je sais pas à quel étage, qui volent à cette hauteur-là. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que si vous regardez les films, et ça vaut le coup d'aller les voir, il y a un truc qui est formidable, c'est que il y a de la végétation, mais surtout, tous les gens sourient. Et c'est extrêmement effrayant. Parce que vous voyez que des gens, il y a des gens seuls devant l'ordinateur qui sourient. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Non, c'est complètement dingue. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est vraiment très, très flippant. Non, mais c'est le concept de la tour heureuse. Oui, mais c'est ça. Et donc, bon, ça, c'est quand même dingue. Mais ce que tu dis, parce que c'est important, c'est important ce que dit Richard, parce que tu mets le doigt sur quelque chose, mais en même temps, je veux pas croire que tu valides plutôt, tu valides le fait qu'on ne puisse faire que ça. Parce que justement, il n'est pas impossible qu'un jour, l'audace de la proposition de Perrault fasse bouger quelque chose. Plus tard. Parce que je sais que j'en ai parlé avec Perrault. Perrault me dit, on l'a assuré, Hidalgo, je sais pas qui, lui assure que de toute façon, faire des tours à Paris, c'est impossible, qu'elle a renoncé, que ce sera, bon voilà. Mais en même temps. La tour d'Herzog de Baron va se construire quand même. Hein. On verra. Il y a à nouveau, oui, j'espère. Mais oui, bon, si. Oui, bah, et celle-là, oui, mais après, bon. En tout cas, pour l'instant. Et puis la tour de Jean Nouvel dans le 13e aussi. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de tour à Paris. Paris. Non, d'abord, elles ne sont pas dans Paris, les tours de Jean Nouvel, elles sont de l'autre côté. Non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Bon, alors admettons que sur la France. C'est à l'intérieur. Et admettons que celle-ci soit actée. Mais visiblement, ce qui a et puis il ne faut pas oublier la tour de piano, même si c'est un projet de l'État, c'est quand même dans Paris. Celle-là, on est d'accord. Mais je te dis que ça a l'air d'être le maximum admis, quoi. Voilà. Bon, je sais pas, peut-être que ça bougera, mais en même temps, c'est vrai que d'abord, les gens, il faut dire un truc d'abord, les gens qui ont gagné, ils ont eu quand même cette intelligence de reprendre le nom de l'agence qui avait gagné autrefois, en s'appelant la nouvelle AOM. Bon, ça c'est quand même assez étonnant du point de vue marketing comme idée. En plus, ils nous disaient eux-mêmes que la tour telle qu'elle avait été conçue, terminée en 73, début des études 58, je crois, hein, terminée en 73, elle avait pas mal de qualités, y compris d'ailleurs dans la gestion des vents. Donc elle avait plein de défauts, mais en même temps elle n'était pas si mal. Et c'est vrai que quand on regarde la maquette de la tour qui est dans l'exposition, quand on la regarde, on la trouve qu'elle est quand même pas mal, cette tour, elle a quand même de la gueule. Donc alors c'est vrai qu'on la voit par au-dessus, et que si on la regarde du point de vue au rez-de-chaussée et de la dalle, ouais, c'est épouvantable. Mais en même temps, je sais pas tellement si il m'a pas semblé que la question de la dalle était résolue. Il me semble qu'il y a encore cette dalle. Alors les accroches à la dalle sont différentes. Si, dans le projet lauréat, il y a un travail sur l'espace public très intéressant. C'est énorme. Ils viennent vraiment creuser de grandes trémies. Il y a tout un programme. Mais il me semble qu'il y a encore des dalles. Mais je pense que c'est un des points forts du projet. Tu as raison. C'est vrai que le problème, c'est pas la tour elle-même. C'est effectivement tout l'îlot avec le centre commercial, le supermarché. C'est tout ça qui va pas. Donc on a touché la tour, mais bon. Il aurait fallu vraiment avoir une politique plus cohérente sur l'ensemble, mais ça c'est aussi compliqué aujourd'hui sans doute. Mais alors,
la grande boîte qui va être greffée sur le toit, ça va être un espace quand même assez fantastique. Là, on voit là que ça va être, je ne sais pas quelle sera sa fonction exacte. Elle sera jardin potager. Jardin potager, et c'est un plateau panoramique public. Un jardin potager avec des restaurants pour consommer. Et puisque tu évoques ça, ce qu'a proposé Dominique Perrault à ce moment-là est atroce. Faut le regarder, il y a une espèce de boule, comme une espèce d'araignée géante. C'est absolument incroyable. La manière dont la tour de Perrault se termine, c'est une horreur absolue. Franchement, il faut regarder ça. Mais j'aimerais que tu dises, tu disais que tu aimais bien le projet de Oma. Pourquoi j'aimais le projet de Oma? On a vu un petit peu sur les photos, parce qu'en fait, il arrive d'abord. Je trouvais que Oma, ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas vraiment considéré la tour comme un objet, il a plutôt considéré comme une sorte de personnage, quoi. Et puis, il a donc essayé de psychanalyser. Donc, il a vu, par exemple, le fait que la tour, elle est un tout petit peu schizophrénique, parce qu'elle a un côté... c'est des bureaux, d'abord, c'est pas uniquement comme la tour Eiffel, donc des touristes qui y montent. Donc, elle a un côté un petit peu schizophrénique. Il y a le belvédère et il y a les bureaux. Et puis ensuite, bien sûr, il y a une sorte de relation un peu... disons, un complexe de Caïn, donc à l'égard de la tour Eiffel. Donc, et c'est ça qu'il a essayé de résoudre. Le complexe de Caïn, il a essayé de le résoudre tout de suite, donc dès la première esquisse, puisqu'il a dessiné une gigantesque grande roue, là, effectivement, la tour de Montparnasse, elle se hissait vraiment donc, au niveau de la tour Eiffel, parce que c'était beaucoup plus fun, quelque part, de prendre la grande roue pour monter sur le belvédère que de prendre l'ascenseur. Ça, bien sûr, ça n'a pas plu, donc il a dû revoir sa copie. Et puis après, effectivement, donc, il a donné à sa tour deux aspects, quoi. Alors, un aspect, disons, plus dur, encore plus militaire, puisqu'il a repris les verres fumés, il a renforcé les caissons, et puis de l'autre côté, donc, un aspect plus féminin, et même, disons, beaucoup plus pute, puisqu'elle soulève sa jupe et la foule rentre donc par-dessous. Donc voilà, il a souligné quelque part la schizophrénie latente de la tour, et il a poussé à son paroxysme, et le résultat, on l'a vu sur les images, notamment sur la rue de Rennes. Je trouve qu'il est très intéressant parce que comme la partie féminine est plus haute que la partie, disons, masculine, et puis elles sont aussi très différentes, et même l'organisation est différente, puisque la partie féminine, hein, c'est la tour de verre de Myst, qui fait des... Je ne sais pas de son nom, donc, et puis l'autre, effectivement, ça reste à tout Montparnasse. Donc ça fait deux tours, et donc ça crée un bouquet de tours, et c'est vrai qu'il répond en tout cas donc, à une des critiques hein, qu'on fait souvent à la tour Montparnasse, hein, c'est d'être isolé. Donc il arrive quelque part à la scinder et à la transformer en bouquet. C'est pour ça que je trouvais son projet quand même super intéressant. Non, mais en plus, il ajoute aussi deux ascenseurs extérieurs étranges. C'est le premier projet qui est revenu. C'est le premier projet qui est revenu. Il n'a pas fait la tour. S'éloigne de la façade. Ça, je pense qu'il n'a pas su. Il aurait dû. Il aurait dû. Bon, c'est une erreur d'architecte. Effectivement, il aurait dû renoncer à sa première idée. Comme il a su, d'ailleurs, enfin, on aurait pu en parler, mais comme il a su renoncer à sa clé, à sa première idée, hein, qui était d'avoir donc une sorte de centre de formation au-dessus donc de la couveuse, et puis dans le second projet, le centre de formation, il a foutu dans la trame, et donc maintenant on n'a plus qu'une trame géométrique. Mais alors, puisque tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y avait plus de Gaulle ni de Malraux pour donner la statue du commandeur désignant Colas, il se situe dans la même logique. Personne n'aurait pu accepter ça. C'était épouvantable. Colas, il a besoin de tyrans pour pouvoir construire. Quoi. Il a construit. Bon, à Lille, excusez-moi, c'était Pierre Mauroy, il était maître de tout. Ah, c'était le tsar de toute la région lilloise. Il construit en Chine. Voilà, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui paraît très cynique, mais il est au contraire très angélique. Et puis là, quelque part, il rejoint plutôt, il rejoint même Le Corbusier quand il écrit au maréchal Pétain pour pouvoir construire. Bien, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Je rappelle que le quartier n'en est qu'à ce début de sa mutation, car à côté, un projet dont on parlera bientôt quand il sortira de terre, c'est la transformation de tout un l'îlot Gaîté par MVRDV. Et donc on voit bien que là, il y a une articulation qui va s'organiser très très intéressante, et que la mutation de l'architecture et la mutation de l'espace public, là, va donner lieu à de grands débats.
je vous remercie à tous et puis nous allons nous retrouver peut-être au mois de janvier pour reparler notamment des intérieurs d'Abu Dhabi, puisque là on aura toutes les images, on aura vu et expérimenté tout. Et donc merci à tous, merci pour votre fidélité et à très bientôt.